Je n'aurais jamais cru que mon héritage pousserait mes parents, divorcés depuis des lustres, à faire front commun pour me traîner en justice. Ils ont collaboré avec une efficacité redoutable, à tel point que j'aurais aimé qu'ils fassent preuve d'une telle entente quand j'étais gamin. Mais aujourd'hui, la seule chose qui témoigne de leur lien, c'est la preuve de leur abandon. J'ai 30 ans. Aujourd'hui, et si vous m'aviez demandé à 15 ans qui étaient mes parents, j'aurais probablement donné deux réponses différentes selon les jours. Simplement parce qu'ils ne se sont jamais battus pour moi. Ni lors du divorce. Ni après, jamais. J'avais 10 ans quand ils se sont séparés, et je me souviens encore d'être assis sur ce banc en cuir craquelé devant la salle d'audience, balançant mes jambes dans le vide pendant qu'ils se disputaient pour des meubles et des traites de voiture. Pas une seule fois mon nom n'a été prononcé pour savoir où j'irais vivre. Aucun calendrier de garde, aucun débat sur l'autorité parentale, aucune arme pour savoir qui m'aimait le plus, juste un silence pesant, comme si j'étais une simple note de bas de page. Aucun des deux ne voulait me récupérer. Le juge a fini par devoir s'arrêter, littéralement, pour demander « Qui prend la garde de l'enfant ?» Mon père a regardé ma mère. Elle l'a regardé. Puis, de la voix la plus décontractée que j'ai jamais entendue, ma mère a haussé les épaules et a dit « Il sera probablement mieux. Chez ta sœur, elle est plus stable. » C'est là que j'ai compris pour la première fois que j'étais une option, pas une priorité. Ma tante Marie, que Dieu la bénisse, m'a recueilli sans hésiter. Elle n'était pas riche, loin de là. Mais elle m'a donné une chambre, des repas chauds et une constance que mes parents n'auraient même pas su simuler. C'est tante Marie qui a assisté à toutes mes réunions parents-prof, qui s'est tenue au fond de la salle pour m'applaudir lors de ma remise de diplôme au lycée, et qui m'a tendu discrètement un mouchoir quand je n'ai pas été admis dans l'école de commerce de mon premier choix. Elle n'a jamais essayé de jouer les mamans, elle était juste là. Et après un certain temps, j'ai arrêté de surveiller la porte en espérant que quelqu'un d'autre arrive. J'aimerais pouvoir dire que mes parents se sont juste éloignés avec le temps, mais le mot « éloignement » suggère une certaine douceur. Ce qui s'est passé ressemblait plutôt à un blackout total. Pas d'appel pour mes anniversaires, pas de carte à Noël, pas de nouvelles maladroites ou d'excuses à moitié sincères, rien. Mon père a déménagé à l'autre bout de la France en moins de 6 mois, s'est remarié avec une femme qui avait déjà 2 filles, et a agi comme s'il était né dans cette famille toute faite. Ma mère, elle, a vogué au gré des rencontres. Nouveaux petits amis, nouveau boulot, nouvelle version d'elle-même qui ne durait jamais plus d'1 an. De temps en temps, je recevais une demande d'amis de sa part sur un nouveau réseau social, généralement suivi d'un commentaire sur une de mes photos du genre « Tu ressembles tellement à ton oncle », comme si cela comptait comme un acte de parentalité. J'ai appris à ne plus rien attendre d'eux. Ce n'est pas de l'amertume, c'est juste de la logique. Si quelqu'un disparaît de votre vie assez longtemps, vous arrêtez de compter les jours. Vous construisez votre vie autour de ce vide. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un IUT grâce à une bourse, j'ai cumulé 2 petits boulots. Et j'ai fini par intégrer une bonne université à Paris. Je me suis spécialisé dans la finance, j'ai fait un stage dans une petite société de gestion de patrimoine, et j'ai gravi les échelons, passant du stagiaire qui imprime les rapports au cadre qui prend les décisions. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. J'ai construit une vie avec les miettes qu'il m'avait laissées. Je n'avais pas besoin d'eux. Mais c'est là que les choses sont devenues bizarres. Il y a 1 an, mon grand-père, le père de mon père, est décédé. Nous n'étions pas extrêmement proches, mais nous étions restés en contact. Il m'appelait pour mon anniversaire, m'envoyait ses cartes de vœux un peu rigides avec un billet de 50 € glissé à l'intérieur. De temps en temps, on se voyait pour déjeuner. Il était bourru, à l'ancienne, et parlait des gens de l'informatique, comme
S'il s'agissait d'une espèce extraterrestre, mais il n'a jamais oublié que j'existais. J'avais toujours supposé que son argent irait à mon père ou peut-être à mon oncle qui habitait tout près et l'aidait pour ses courses. Mais quand le notaire m'a convoqué pour la lecture du testament, j'ai appris quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il m'avait tout laissé. Tout. La maison familiale, ses économies, ses comptes-titres, et même une propriété au bord du lac d'Annecy dont j'ignorais l'existence. Après impôt, le tout s'élevait à un peu moins de 1,2 million d'euros. Le testament était blindé. Son notaire s'en était assuré. Pas de faille, pas de clause ambiguë, pas de partage familial. Stipulé. Juste mon nom, bénéficiaire unique. Je suis resté assis là, les yeux fixés sur les papiers, sans savoir comment réagir. Je n'avais pas l'habitude d'être celui qu'on choisit. J'aurais dû me douter qu'une telle somme ne resterait pas secrète longtemps. Le premier appel est venu de la nouvelle femme de mon père, Corinne. On s'était parlé peut-être 2 fois dans ma vie, des échanges pénibles où elle agissait comme si j'étais un cousin éloigné dont elle ne se rappelait plus le nom. Cette fois, pourtant, sa voix était mielleuse. Adrien, oh mon chéri, je viens d'apprendre la nouvelle. N'est-ce pas merveilleux? Ton grand-père t'aimait tellement. Je me souviens avoir marqué une pause. Merci. Oui, c'était inattendu. Eh bien, dit-elle avec un petit rire. Nerveux, je suis sûr que tu réfléchis déjà à la manière de prendre soin de ta famille avec cette bénédiction. Ton père galère un peu depuis son licenciement. Et les filles commencent leurs études bientôt. Tu sais combien les loyers sont chers à Lyon. Je n'ai rien dit. Je fixais mon téléphone comme s'il venait de m'insulter. Elle a continué, imperturbable. Bref, ton père est trop fier pour demander, mais je me suis dit que je pourrais te contacter. Même juste un petit virement mensuel, ça changerait tout pour nous. Peut-être 2000 euros? Tu pourrais mettre en place un virement automatique. Ce serait plus simple. Je crois que j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était surréaliste. Je n'avais pas eu de nouvelles de mon père depuis plus de 10 ans. Pas un SMS d'anniversaire, pas une carte pour mon diplôme, pas même un « bonne chance » quand j'ai déménagé à Paris, et maintenant j'étais censé financer son train de vie. Désolé, ai-je fini par dire, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Il y a eu un silence. Puis le ton mielleux a disparu instantanément. Tu as toujours été d'un égoïsme pur, Adrien. Cette phrase m'a piqué, mais je n'ai pas répondu. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé. Lui-même. La première fois depuis mes 12 ans. Pas de bonjour. Il est entré directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'héritage? Je suis resté bref. Grand-père me l'a laissé. Tout. Il a soupiré. Tu sais que ce n'est pas juste. Peut-être pas, ai-je répondu, mais c'est légal. Tu crois que ça compense tout? Tu crois que l'argent efface le fait que tu as abandonné ta famille? Celle-là m'a cloué. Sur place. Moi, je vous ai abandonné? Vous m'avez coupé les ponts. Vous n'avez jamais cherché à me voir. Vous n'avez même pas essayé de faire partie de ma vie après le divorce. J'étais abasourdi. J'avais 10 ans. Il n'a rien dit. Pendant une seconde. Puis, comme s'il ne m'avait pas entendu, il a continué. Et maintenant tu te pavaneras sur une fortune pendant qu'on se noie. Tu pourrais aider, mais tu ne le feras pas parce que tu es rancunier. J'ai raccroché. Ça ne s'est pas arrêté là. Ma mère l'a appris une semaine plus tard, probablement par un cousin à qui elle parlait encore. Son approche était différente. Elle n'a pas demandé d'argent directement. À la place, elle a commencé à m'envoyer des
SMS dégoulinant de culpabilité sur la dureté de sa vie, des captures d'écran. De factures impayées, des photos de son nouveau mari prostré sur le canapé. Et même un selfie d'elle en train de pleurer avec la légende « Je n'arrive pas à croire que tu sois devenu si indifférent ». J'ai ignoré la plupart de ces messages jusqu'au soir où elle m'a laissé un message vocal que je n'oublierai jamais. Sa voix était tranchante, accusatrice, tremblante de rage. Tu te crois au-dessus de nous maintenant, hein? Assis sur ton gros héritage, à juger tout le monde. Je t'ai donné la vie. Je t'ai porté pendant 9 mois et tu ne peux même pas donner quelques euros pour aider ta mère. J'aurais dû me battre plus forte au tribunal. Peut-être qu'alors tu ne serais pas devenu aussi froid. J'ai réécouté ce message 4 fois. Pas parce que je doutais de moi, je savais exactement ce que je ressentais. Je voulais juste graver ces mots dans mon cerveau pour ne jamais les oublier la prochaine fois que j'aurai un moment de faiblesse. C'est là que les publications sur Facebook ont commencé. Au début, c'était discret. Ma mère a posté une photo de moi bébé dans un petit pyjama bleu me tenant le doigt avec la légende, peu importe leur âge, ils restent nos bébés. Certains enfants oublient juste d'où ils viennent. Je savais que c'était pour moi. J'étais son fils unique, mais je n'ai pas réagi. Quelques jours plus tard, elle est passée à la vitesse supérieure. Une photo granuleuse de nous deux lors d'une sortie au zoo, quand je devais avoir 7 ans. Légende? Je l'ai élevée seule pendant des années. J'ai tout sacrifié. Certaines personnes oublient tout ce qu'on a fait pour elles dès qu'elles touchent de l'argent. C'est juste triste. Celle-là a fait réagir. Des parents éloignés ont commencé à commenter, des cousins perdus de vue, de vieux amis de la famille. Tu as toujours été une si bonne mère. Il finira par revenir. Ils reviennent. Tous. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus le sens de la gratitude. J'ai regardé tout ça se dérouler comme un accident de voiture au ralenti. Mon téléphone vibrait sans arrêt, demande d'amis, message privé de gens me demandant si c'était vrai que j'avais hérité de tout cet argent. Une femme, une ancienne amie de ma mère que je n'avais pas vue depuis mes 9 ans, m'a envoyé son RIB en disant qu'elle collectait des fonds pour sa nouvelle voiture. Sans contexte, sans honte. Puis 20 mes demi-sœurs. Je ne les avais jamais rencontrées. Mon père s'était remarié quand j'avais 11 ans et je n'avais jamais été invité au mariage. Je connaissais leurs prénoms, Léa et Chloé, mais elles n'étaient que des données abstraites rangées quelque part derrière mes traumatismes d'enfance et le goût de la purée de la cantine. Mais maintenant, elle voulait créer des liens. Léa m'a envoyé un message en premier. Elle avait 19 ans et était en 2e année de fac. Son message était long et sucré, plein d'une énergie de « grand frère retrouvé ». Elle disait qu'elle avait toujours voulu me contacter, mais que papa pensait que ce serait trop compliqué. Elle mentionnait à quel point Chloé et elle galéraient pour payer leurs frais d'inscription et à quel point c'était génial que j'ai reçu une telle bénédiction. Elle a écrit « C'est peut-être l'univers qui nous donne une seconde chance d'être une vraie famille ». J'ai fixé cette phrase un long moment. Une vraie famille. Quand l'avions-nous été? Je n'ai pas répondu tout de suite, j'essayais encore de digérer. Mais peu importait, car Chloé, la plus jeune, est allée directement sur Instagram. Elle a posté une vidéo façon TikTok d'elle en train de faire semblant de pleurer avec un texte à l'écran, quand ton frère riche refuse de t'aider pour tes études alors qu'il vient d'hériter de 1,2 million d'euros. Et en légende, mais la famille est censée signifier quelque chose, non? C'est devenu semi-viral. J'ai vu des gens m'identifier par mon nom. Des inconnus m'ont envoyé des messages me traitant d'égoïste. Un type m'a dit que je laissais le patrimoine familial pourrir. Une femme m'a envoyé une capture d'écran de son découvert bancaire en disant, au moins, moi,
je l'utiliserais pour aider les autres. Comme si je devais quelque chose au monde entier pour avoir été choisi par un homme qui avait vu de la valeur en moi quand personne d'autre ne le faisait. À ce stade, j'ai commencé à supprimer les réseaux sociaux de mon téléphone. Mais cela n'a pas arrêté les conséquences. Dans la vie réelle, tante Marie m'a appelé un soir. Elle était calme au début. Mais sa voix était serrée. Je connaissais cette voix, c'était celle qu'elle utilisait quand elle essayait de ne pas pleurer. J'ai reçu une lettre. Aujourd'hui, dit-elle. Je me suis redressé. De qui? De ton père. Il l'a envoyé en recommandé. Il dit qu'il veut contester le testament. Mon cœur a raté un battement. Il ne peut pas. C'est juridiquement inattaquable. Elle a soupiré. Je sais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer. Il dit qu'il rassemble des preuves pour prouver que ton grand-père n'était plus sain d'esprit quand il l'a rédigé. Que tu l'as manipulé dans sa vieillesse. J'ai senti le sang me monter au visage. Quelle preuve? Je voyais grand-père à peine une fois par mois. Il a fait ce choix tout seul. Je le sais, Adrien. Je le sais. Mais ton père est en colère. Et quand les gens comme lui sont en colère, il se fiche de la vérité. C'est à ce moment-là que le sol a commencé à se dérober sous mes pieds, parce que ce n'était plus seulement des messages gênants et des chantages affectifs. C'était devenu juridique. C'était la guerre. Et j'étais la cible. Au cours des semaines suivantes, les lettres ont commencé à arriver, des avocats, des membres de la famille, des gens prétendant être inquiets pour la répartition des actifs. Un type a même prétendu être l'ancien associé de mon grand-père et a affirmé qu'on lui devait de l'argent. Rien de tout cela ne tenait la route légalement, mais c'était épuisant. Chaque fois que je pensais que c'était fini, une nouvelle enveloppe apparaissait dans ma boîte aux lettres. Et pendant ce temps, ma mère restait très active en ligne. Elle a lancé une cagnotte en ligne intitulée « Mère isolée depuis 30 ans face à l'expulsion ou histoire d'un abandon familial ». La page contenait des photos d'elle l'air frêle et dramatique, accompagnée d'une longue histoire embellie, racontant comment elle avait élevé un garçon seul après la disparition d'un père démissionnaire, et comment l'argent avait transformé ce fils en quelqu'un de cruel et sans cœur. Elle n'utilisait jamais mon nom, mais c'était évident. Les commentaires étaient remplis de gens demandant « Est-ce qu'on parle d'Adrien, celui qui a eu l'héritage ?» Quelqu'un a même posté un lien vers un article de presse locale sur la succession de mon grand-père. Puis, un jour, je suis rentré chez moi pour trouver un homme assis sur les marches devant mon immeuble. Il avait la cinquantaine, était costaud, portait un vieux blouson en cuir et tenait un porte-bloc. Il a levé les yeux en me voyant. « Adrien Moreau ?» J'ai hoché la tête lentement. « Vous êtes assigné. » Il m'a tendu une enveloppe craft et s'est éloigné. À l'intérieur se trouvait l'assignation en justice. Mon père contestait officiellement le testament, alléguant un abus de faiblesse, affirmant que j'avais contraint mon grand-père à tout me laisser. C'était rempli de termes vagues et de plaintes fragiles. Adrien rendait fréquemment visite à son grand-père en privé. Adrien a des antécédents de manipulation et de comportement égoïste. Il y a tout lieu de croire qu'Adrien a profité d'un vieil homme dont les facultés mentales déclinaient. Je suis resté assis sur mon canapé pendant des heures, à fixer ces pages. Tout mon corps était engourdi. Ce n'était plus seulement une bataille pour l'argent désormais. C'était une attaque contre mon intégrité. Une tentative légale et publique de me dépeindre comme un méchant machiavélique. J'ai rappelé tante Marie ce soir-là. Elle était furieuse. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait par tous les moyens. Mais je voyais bien que ça l'effrayait aussi. Et juste au moment où je pensais avoir atteint le fond, quelque chose est arrivé qui a tout bouleversé. Un samedi matin, on a frappé à ma porte. Rien d'inhabituel, sauf qu'il
Était 7h15 et que je n'attendais rien. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Léa sur le palier, un sac de sport à l'épaule et les larmes aux yeux. Papa m'a mise à la porte, a-t-elle dit. Il a dit que si je ne l'aidais pas à t'attaquer en justice, je ne méritais pas de vivre sous son toit. J'ai écarquillé les yeux. Quoi? Il a découvert que je t'avais envoyé un message, que je t'avais demandé non pas de l'argent, mais une relation. Il a dit que j'avais trahi la famille et maintenant je n'ai nulle part où aller. Je l'ai regardé. Stupéfait. Je n'avais même pas répondu à son premier message. Je ne savais pas comment gérer ça. Je la connaissais à peine. Et pourtant, elle était là sur mon paillasson, victime du même homme qui essayait maintenant de me détruire au tribunal. Elle a dû voir l'hésitation sur mon visage car elle a baissé les yeux. Et a chuchoté, je me doutais que tu ne me laisserais pas entrer. Je ne savais juste plus où aller. J'ai ouvert la porte en grand. Ce soir-là, alors qu'elle dormait sur le canapé, je suis resté assis près de la fenêtre à essayer de tout démêler. Ma mère jouait les victimes en ligne, récoltant des euros de sympathie. Par dizaines. Mon père me traînait au tribunal, acharné à réécrire l'histoire et à voler ce qui restait de ma paix. Et maintenant sa fille, son autre enfant, dormait sur mon canapé parce qu'elle avait osé me voir comme un être humain et non comme un compte en banque. C'est là que quelque chose en moi a craqué. Pas de manière bruyante ou dramatique, juste un petit déclic, comme le bruit d'une serrure qui tourne. Ce n'était plus une simple querelle de famille. Ce n'était pas une question d'héritage. Ce n'était pas une question de justice. C'était une question de contrôle. Des gens qui pensaient pouvoir me jeter, m'oublier, puis revenir ramper dès que j'avais quelque chose qu'ils convoitaient. Et le pire, c'est qu'ils s'attendaient à ce que je me sente coupable de dire non. Eh bien, j'en avais fini avec la culpabilité. Mais avant de passer à l'action, je devais rassembler mes propres preuves. Et une fois que je les aurais, je saurais exactement comment contre-attaquer. Quand on pense avoir touché le fond, on imagine souvent quelque chose de fracassant, un crash, un cri, une porte qui claque. Mais pour moi, c'est arrivé doucement, comme l'air qui se raréfie dans une pièce jusqu'au jour où l'on réalise qu'on étouffe et que personne ne l'a remarqué. Ce n'est pas un événement majeur qui m'a brisé, mais une accumulation de petites choses. Comme le fait d'éviter ma boîte aux lettres parce que chaque fois que je l'ouvrais, il y avait une nouvelle enveloppe, des documents juridiques, des accusations, et même une lettre de menace d'un soi-disant « ami » de la famille, m'avertissant que le karma finit toujours par rattraper les cupides. Comme la fois où je suis allé faire mes courses et que j'ai entendu deux vieilles dames chuchoter sur mon passage au rayon fruits et légumes, l'une d'elles disant « C'est lui qui a pris tout l'argent et a laissé sa pauvre mère dans la misère ». Ou quand ma mère a posté un statut affirmant que j'avais volé mon grand-père mourant et refusé de payer pour son opération vitale au spoiler. Cette opération n'a jamais existé. Je me noyais dans les mensonges. Et le pire, c'est que personne ne semblait intéressé par la vérité. Tante Marie était mon seul ancrage. Elle a proposé de me payer un avocat alors que je savais qu'elle n'en avait pas les moyens. Je l'ai remercié, je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit que ça irait. Puis je suis rentré chez moi et j'ai fixé le plafond. Jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. La vérité, c'est que je n'allais pas bien. Je ne mangeais presque plus. Je n'arrivais pas à dormir sans faire des rêves. Mon grand-père était déçu de moi, secouant la tête dans le vieux fauteuil où il faisait ses siestes. J'ai arrêté de répondre aux appels. Je me suis éloigné d'eux. Mes amis. Même Léa, qui squattait toujours mon canapé, a fini par le remarquer. Un soir, elle s'est glissée dans la cuisine alors que j'étais assis dans le noir, mangeant des céréales pour tout dîner, tel un fantôme. Adrien. A-t-elle dit doucement, tu n'as pas à affronter ça tout seul. J'ai levé les yeux,
ma cuillère suspendue au-dessus du bol. Je voulais la croire. Je voulais avoir confiance en quelqu'un, n'importe qui. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que chaque personne ayant prétendu m'aimer avait fini par me voir comme une simple transaction financière. Je ne suis pas comme eux, a-t-elle ajouté rapidement, comme si elle lisait dans mes pensées. Tu ne leur dois rien. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis laissé pleurer. Pas de ces pleurs silencieux et dignes, mais de ces sanglots laids, profonds, le genre qui arrache quelque chose à l'intérieur et laisse un cratère derrière. Léa est juste restée assise à côté de moi et m'a tendu un mouchoir. Ce fut le tournant. Pas la vengeance, pas la stratégie légale, juste ses larmes. Juste le fait de m'autoriser à être humain après des semaines à être traité comme un monstre. Après cette nuit-là, j'ai su que je devais remonter à la surface. Pas pour eux, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je ne pouvais plus continuer à vivre comme si j'avais encore 10 ans, à attendre que des gens qui ne voulaient pas de moi finissent par m'aimer. La première chose que j'ai faite a été de trouver un thérapeute. C'était bizarre au début de raconter tous les dysfonctionnements de ma famille à un inconnu, mais au fil du temps, ces séances sont devenues vitales. On a parlé du deuil, de l'abandon, de la façon dont j'avais porté le poids d'être indésirable pendant si longtemps. Pour moi, c'était devenu la norme, je pensais ne pas mériter de bonnes choses à moins de souffrir pour elle. Elle m'a aidé à comprendre que j'essayais de gagner l'amour de gens qui le traitaient comme une récompense pour laquelle je devais mendier. Tu n'as pas à t'immoler pour garder les autres au chaud, m'a-t-elle dit un jour. Cette phrase m'a marqué. La deuxième chose que j'ai faite a été de commencer à écrire. Rien de sophistiqué, juste un carnet sur ma table de chevet. Chaque soir, j'écrivais une chose pour laquelle j'étais reconnaissant, même minime. Léa a fait la vaisselle aujourd'hui. Je n'ai pas reçu de lettre de menace. Le coucher de soleil était beau à travers les stores. C'était stupide au début, mais après un moment, j'ai commencé à remarquer tout ce que j'avais ignoré dans ce chaos. Je me suis aussi remis à travailler sérieusement. Pas seulement en faisant acte de présence, mais en m'investissant vraiment, en me plongeant dans les tableurs, les modèles de prévision et les présentations clients. C'était quelque chose que je pouvais contrôler, quelque chose avec des règles claires, contrairement au désordre laissé par ma famille. Ironiquement, ce regain de concentration a été remarqué. Un associé principal m'a pris à part un après-midi et m'a dit, « Tu as changé ces derniers temps, tu es plus percutant. Ça t'intéresserait de prendre plus de responsabilités ?» J'ai failli dire non, failli me replier dans ma coquille. Mais j'ai pensé à tout ce que j'avais survécu, le silence, les procès, la manipulation. J'ai dit oui. La promotion entraînait plus d'heures et de responsabilités, mais aussi un meilleur salaire. Je n'ai pas touché à l'héritage. Il restait sur un compte séparé. Pendant que je me reconstruisais par mes propres efforts, mes propres victoires, ma propre sueur. Entre-temps, Léa et moi avons commencé à vraiment discuter. Pas d'argent ou de procès, mais de nos vies. Elle m'a raconté à quel point elle s'était sentie isolée en grandissant, comment leur maison était comme un musée où il fallait marcher sur des œufs. Comment son père lui avait dit un jour que la loyauté comptait plus que la vérité. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su pour moi, mais qu'on lui avait raconté que j'avais abandonné la famille par cupidité et méchanceté. Mais ça n'a jamais eu de sens, a-t-elle dit un soir. Tu n'étais qu'un enfant quand tout s'est passé. Les enfants n'abandonnent pas leur famille. Ce sont les familles qui abandonnent les enfants. Ça m'a frappé. De plein fouet parce qu'elle ne parlait pas seulement de moi, elle parlait d'elle aussi. Je l'ai aidée à s'inscrire dans une faculté à proximité. Elle a trouvé un petit boulot dans une librairie, a commencé à se faire des amis. Lentement,
elle a trouvé son propre rythme et j'ai réalisé que nous n'étions plus seulement en train de survivre, nous étions en train de reconstruire, brique par brique. Mais la paix fut de courte durée. Un matin, j'ai reçu un mail de mon avocat avec un objet qui m'a retourné l'estomac, nouveau dépôt dans le dossier de succession aux pièces à conviction clé. J'ai cliqué. C'était une pièce jointe en PDF. Je l'ai téléchargée, m'attendant à d'autres accusations sans fondement. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était un échange de mails entre mon père et ma mère, daté de 3 semaines avant le décès de mon grand-père. Ils planifiaient de se partager l'héritage. Les messages étaient décontractés, familiers, comme si ce n'était pas la première fois qu'ils complotaient ensemble. Mon père écrivait, il n'a toujours pas mis le testament à jour, mais il est vieux et confus. Tu sais bien qu'Adrien ne saura pas quoi en faire de toute façon. Ma mère répondait, continue de mettre la pression. Rappelle-lui sa promesse de t'aider quand il prendrait sa retraite. Joue la carte de la corde sensible. Je vais parler à Marie pour voir si elle peut le convaincre d'ajouter une clause pour moi aussi. Mon père concluait. Une fois que ce sera réglé, on fera 60/40e. C'est moi qui fais le plus gros du boulot ici. Ma mère rétorquait, 50/50e. Ne sois pas gourmand. J'avais la nausée. Ils n'avaient jamais été proches, s'étaient à peine parlé depuis le divorce. Mais apparemment, quand l'argent était en jeu, les vieux ennemis devenaient alliés. Soudain, tout s'expliquait, la pression coordonnée, la manipulation émotionnelle, les mensonges, la campagne de dénigrement. Ce n'était pas du désespoir, c'était une stratégie. Ils pensaient que grand-père céderait à la culpabilité et qu'ils encaisseraient enfin après des années de négligence. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a choisi. Et maintenant, il me punissait pour ça. J'ai envoyé les mails à mon avocat. Il était stupéfait. C'est énorme. On peut s'en servir. Et je savais qu'on le ferait. Mais je savais aussi autre chose, ce n'était plus seulement une affaire de tribunal. C'était personnel. Ils avaient essayé de m'effacer enfant, puis de m'exploiter adulte. Et quand tout avait échoué, ils s'en étaient pris à mon nom, mon intégrité, ma paix. Mais ils avaient fait une erreur, ils avaient sous-estimé l'homme que j'étais devenu. En n'ayant plus rien à perdre. S'ils pensaient pouvoir comploter dans l'ombre. Sans conséquence, ils allaient découvrir exactement quel genre d'homme ils avaient créé. Il y a un moment dans chaque histoire où l'équilibre bascule, où la survie devient stratégie et les blessures deviennent des armes. Pour moi, ce moment est arrivé alors que j'étais assis seul à mon bureau, relisant la chaîne de mai entre mes parents. 2 personnes qui n'avaient pas échangé un mot. Gentils en 15 ans, soudainement unis pour voler ce qui ne leur appartenait pas. Cette trahison ne m'a pas frappé comme un coup de poing, elle s'est infusée lentement, comme de l'encre sur du papier. Et une fois imprégnée, elle a tout changé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus sur la défensive. Je n'esquivais plus les chantages affectifs et je ne tremblais plus sous le poids du silence. J'avais le pouvoir désormais, des preuves, un levier, et pas seulement juridique. Émotionnel aussi. Parce que ces mets ne concernaient pas seulement le testament, il confirmait ce que j'avais passé ma vie à essayer d'oublier, je n'avais jamais été rien d'autre qu'une monnaie d'échange pour eux. Ils pouvaient comploter dans mon dos tout en prétendant que j'étais le problème. Leur version de la famille était purement transactionnelle. Je n'allais pas les laisser réécrire l'histoire et s'en sortir indemne. Mais je n'allais pas non plus m'abaisser à leur niveau. Pas de déballage public, pas de crise sur les réseaux sociaux. Je voulais quelque chose de plus calme, de plus intelligent, de permanent. Je voulais un règlement de compte si total qu'il ne confondrait plus jamais ma gentillesse ou mon silence avec de la faiblesse. Alors,
j'ai commencé à planifier. La première étape fut juridique. J'ai transmis la discussion par mail à mon avocat, un certain Jordan, qui ressemblait à un mannequin de magazine mais parlait comme un professeur de mathématiques. Il a lu les mails 2 fois, s'est calé dans son fauteuil et a dit « Eh bien, ça change absolument tout ». Jordan a fait vite. Il a déposé une réponse formelle à l'assignation, joignant les mails et demandant au tribunal de rejeter l'affaire sur la base de preuves claires de mauvaise foi et de tentatives de manipulation. Il a également déposé une demande reconventionnelle pour diffamation et préjudice moral, appuyée par des captures d'écran des posts Facebook, de la campagne de dénigrement sur TikTok et de la cagnotte en ligne qui avait déjà récolté près de 10 000 € sur un tissu de mensonges. Le plus beau, c'est que les dons étaient traçables, nom, montant, date. Certains venaient de membres de la famille élargie qui m'avaient envoyé des messages haineux par la suite. Une fois le dossier déposé, je savais que la prochaine audience serait décisive. Mais je ne voulais pas attendre que la justice vienne d'une salle d'audience. J'ai donc commencé à monter mon dossier. En dehors des murs du palais de justice. J'ai engagé un détective privé, un ancien militaire discret avec le genre d'yeux qui vous font sentir qu'il connaît déjà la pire chose que vous ayez jamais faite. Je lui ai remis un dossier contenant tous les détails connus sur mes parents, leurs adresses, leurs fréquentations, leurs affaires et surtout, leur historique financier. Je voulais tout savoir, à qui ils devaient de l'argent, quels actifs ils cachaient, et si ce procès était vraiment une question de justice, ou simplement du bon vieux désespoir financier. Le détective n'a pas déçu. En 2 semaines, j'avais un dossier plus épais que mon annuaire de lycée. Mon père avait contracté 3 prêts personnels au cours des 2 dernières années, tous liés à un investissement immobilier foireux en Espagne. L'un des prêts avait été co-signé par sa femme, Corinne, qui, selon l'enquêteur, avait discrètement demandé le divorce 3 mois plus tôt. Apparemment, les problèmes d'argent avaient brisé leur famille parfaite. Ma mère, c'était pire. Elle avait 5 mois de retard de loyer, 3 dossiers de surendettement et essayait de lancer un business de coaching spirituel en ligne qui n'avait strictement aucun client. Sa cagnotte n'était pas une question de survie, c'était pour son train de vie. Elle avait dépensé l'argent des dons en soins de thalasso et sacs à main de luxe, espérant se refaire une image de gourou de la guérison tout en racontant sur Internet que je la laissais mourir de faim. C'était écœurant, mais utile. J'ai tout compilé dans une chronologie, chaque mensonge, chaque complot, chaque retrait. Je ne comptais pas tout utiliser, pas tout de suite. Mais je voulais être prêt. Je voulais savoir exactement jusqu'où ils étaient prêts à tomber. Avant de réaliser que j'avais arrêté d'essayer de les rattraper. L'étape suivante concernait la famille. Pas la mienne, la leur. Au fil des ans, je m'étais éloigné de la plupart de mes parents éloignés. Pas par méchanceté, mais par nécessité. J'en avais assez de prétendre que nous avions quoi que ce soit en commun à part le sang. Mais maintenant, j'avais besoin qu'ils voient la vérité. Pas la version que ma mère leur servait, mais la vraie. J'ai donc invité quelques-uns d'entre eux à déjeuner, séparément, sans faire de bruit. Je ne les ai pas piégés, j'ai juste demandé un peu de leur temps. L'une des premières à accepter fut ma tante Chantal, la sœur aînée de ma mère. Elle est arrivée au café avec d'énormes lunettes de soleil et un air méfiant. Je savais qu'elle avait vu la cagnotte. Je savais qu'elle y croyait probablement, au moins en partie. Mais je savais aussi une chose, tante Chantal a toujours détesté les menteurs. J'ai fait glisser une copie imprimée de l'échange de mails sur la table sans dire un mot. Elle l'a lu 2 fois. Son visage est devenu livide. C'est vrai, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas eu besoin d'en dire beaucoup plus. J'ai laissé la vérité faire le gros du travail. Je lui ai
Montrer la trace des dons, les SMS que ma mère m'avait envoyés, les photos de ça. Soi-disant expulsion qui étaient en fait des images libres de droit trouvées. Sur Google. J'ai vu le récit auquel elle s'était accrochée se fissurer dans son esprit. Tu dois montrer ça aux gens, a-t-elle dit doucement. Ils méritent de savoir. Je le ferai, lui ai-je répondu, mais pas encore. J'ai rencontré d'autres personnes, le voisin de mon grand-père qui me connaissait depuis gamin, mon cousin Daniel qui avait tenté une médiation autrefois. Un par un, je leur ai montré la même vérité. Et un par un, ils ont commencé à changer d'avis. Tout le monde ne m'a pas cru tout de suite. Certains pensaient que j'avais fabriqué les mets, d'autres pensaient que je devrais laisser tomber. Pour le bien de la paix familiale. Mais je n'ai pas discuté. Je les ai laissés choisir leur camp en silence. Entre-temps, je me suis concentré sur ma propre vie. J'ai quitté mon ancien appartement, celui qui contenait tous les mauvais souvenirs, pour une petite maison de ville avec un bureau et une chambre d'amis, que Léa a rapidement investi. J'ai changé de voiture, remisant enfin la vieille Renault que je traînais depuis la fac, et j'ai commencé à investir pour quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir, un avenir. Je n'étais pas imprudent, l'essentiel de l'héritage restait intouché. Mais pour la première fois, je me suis autorisé à vivre. J'ai arrêté de me faire tout petit pour ne pas déranger. J'ai arrêté de m'excuser pour ce que j'avais reçu. J'ai arrêté de laisser la culpabilité m'étouffer. Et dans cet espace, quelque chose de surprenant est arrivé, j'ai commencé à me pardonner d'avoir survécu, d'avoir grandi et d'avoir choisi la paix plutôt que la douleur. Mais ne vous méprenez pas, je n'avais pas oublié. Pardonner n'est pas oublier, et ce n'est certainement pas laisser les gens s'en tirer comme ça. 6 semaines après avoir déposé notre demande reconventionnelle, j'ai commencé à préparer la dernière pièce de mon plan. J'ai rédigé des lettres. Pas des documents juridiques ou des mises en demeure. Des lettres manuscrites, personnelles, honnêtes. Une pour mon père, une pour ma mère, une pour chaque parent qui m'avait insulté en ligne. Une pour les amis de la famille qui avaient donné à la cagnotte avant de m'envoyer des messages du genre « J'espère que tu arrives à dormir la nuit ». Chaque lettre racontait la même histoire, la mienne. Sans rage, sans insulte. Juste. Les faits, la douleur, les choix, le silence, et surtout, la vérité sur les gens qui avaient essayé de manipuler l'héritage d'un vieil homme avant de me blâmer. Quand ça n'avait pas marché. Je ne comptais pas les envoyer tout de suite, mais je voulais qu'elles soient prêtes. Je voulais que lorsque les portes du tribunal s'ouvriraient et que les mensonges s'effondreraient, ils l'entendent de ma bouche. Pas d'un avocat, pas d'un juge, mais du petit garçon qu'ils avaient abandonné et de l'homme qu'il était devenu. Mais il restait une dernière pièce. Léa. Elle était restée discrète, travaillant dur et étudiant ses cours. Mais je sentais que quelque chose la rongeait. Un soir, je l'ai trouvée dans la cuisine. Avec un carnet vierge devant elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui ai-je demandé. Elle a levé les yeux, les bords rougis. « Tu penses que c'est mal si je témoigne ? À propos de papa ? De la façon dont il parle de toi ? De la façon dont il a tout manigancé ? J'ai encore les SMS. » Je me suis assis en face d'elle. « Tu ferais ça ?» Elle a hoché la tête. « Je le veux. » Et juste comme ça, le dernier élément s'est mis en place. J'avais les documents, la chronologie, les preuves écrites, les conséquences émotionnelles, et maintenant, j'avais un témoin qu'il ne pourrait pas discréditer, un témoin qu'il n'avait pas vu venir. J'ai tendu la main pour serrer la sienne. Alors, on y va. Parce que parfois, la vengeance n'est pas bruyante. Parfois, elle se construit lentement. Soigneusement, avec intention. Parfois,
elle ne naît pas de la colère, mais de la clarté. Et quand elle arrive enfin, elle n'a pas besoin de s'annoncer. Elle entre juste, calme et imparable. Et ce moment était plus proche qu'il ne le pensait. Il pleuvait le matin de l'audience. Pas un orage, juste une petite pluie fine et constante qui rend le monde plus flou. Je me tenais devant le tribunal, mon parapluie sous le bras, regardant le ciel gris. Léa était à mes côtés, serrant une petite pochette en cuir contenant les SMS de notre père. Ceux où il lui disait « Ne parle pas à Adrien. Il se fiche de cette famille. Il garde de l'argent qui aurait dû être à nous. » Il y en avait des pages entières, cruelles, calculées, condamnables. Elle avait l'air nerveuse. « Tu es toujours sûr de toi ?» ai-je demandé. Elle n'a pas hésité. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Nous avons franchi les doubles portes côte à côte. À l'intérieur, la salle d'audience sentait le vieux papier et l'encaustique. Les bancs en bois étaient déjà occupés par quelques visages familiers. Tante Marie était assise au premier rang, un dossier sur les genoux. Derrière elle, mon oncle, tante Chantal, et même mon cousin Daniel. Tous ces gens qui, jusqu'à récemment, croyaient aux mensonges. Ils étaient là pour voir la vérité éclater. Mon père était assis de l'autre côté de l'allée, son avocat lui chuchotant à l'oreille. Il avait l'air fatigué, non pas de vieillesse, mais de l'épuisement. D'être démasqué. Il n'a pas croisé mon regard. Ma mère était au deuxième rang. Derrière lui. Elle portait une robe noire, comme pour un enterrement, avec une écharpe spectaculaire et des lunettes de soleil géantes. C'était théâtral. Presque risible. Je me demandais si elle s'était exercée devant son miroir le matin même. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. Je vous épargne les détails juridiques, les motions et les objections. Ce qui compte, c'est le moment où les mets ont été présentés. Jordan, mon avocat, s'est levé avec une confiance tranquille. Monsieur le juge, a-t-il commencé en déposant les mais imprimés sur la table des preuves, nous avons des raisons de croire que cette action en justice est non seulement sans fondement, mais frauduleuse dans son intention. Ces communications entre le demandeur et une tierce partie démontrent clairement une tentative préméditée d'influencer le testament du défunt pour un gain personnel, suivi d'une campagne coordonnée de pression sur mon client. Le juge a haussé un sourcil en parcourant les pages. Votre père et votre mère, a-t-il demandé en se tournant vers moi. J'ai hoché la tête. Ils ont travaillé ensemble dans mon dos pendant des mois. Pas seulement travailler ensemble, a ajouté Jordan. Ils ont planifié de partager l'héritage, de discréditer mon client et de manipuler la famille élargie pour obtenir un soutien financier. Nous avons également soumis une pièce complémentaire, une analyse de la collecte de fonds publics basée sur des affirmations prouvées mensongères. C'était la cagnotte en ligne. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Ma mère s'est agitée nerveusement, son écharpe semblant soudain l'étouffer. Puis Léa s'est levée. Je souhaiterais témoigner. Le juge l'a autorisée. Elle a pris place à la barre et a parlé. Clairement, calmement. Elle a raconté la pression, les appels, la colère de mon père quand elle avait refusé de mentir. Elle a lu les SMS, mot pour mot. La salle n'était pas grande, mais à ce moment-là, on aurait dit que tout le monde retenait sa respiration. Quand elle a fini, le juge s'est penché en avant. Pensez-vous que les intentions de votre père en engageant ces poursuites étaient sincères? Non, a répondu Léa. Il voulait l'argent. C'est tout ce qui a toujours compté pour lui. Le juge a hoché la tête lentement, puis s'est tourné vers Jordan. Avez-vous d'autres preuves? Jordan a souri. Juste une déclaration finale, monsieur le juge. Il y a plusieurs sortes de familles. On
né dans certaines, on en construit d'autres. On ne s'est pas battu pour mon client quand il était enfant. On ne l'a pas appelé, on ne s'est pas soucié d'eux. Lui. Et pourtant, dès qu'il a possédé quelque chose de valeur, il a été entouré de prétendus sentiments d'amour, d'obligation et de culpabilité. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de manipulation et de droit à la paix. Le juge s'est adossé à son siège, puis, d'une voix calme et posée, a rendu son verdict. Affaire classée. Il a ajouté que le tribunal relevait des indices sérieux de tentative de fraude et de mauvaise foi, et a encouragé mon équipe juridique à entamer des poursuites pour dommages et intérêts. La salle a bruissé de murmures et de souffles coupés. Ma mère a enlevé ses lunettes et a fixé le juge comme s'il parlait une langue étrangère. Mon père a juste baissé les yeux, comme s'il savait au fond de lui que ce serait la fin. Et c'était la fin. Pas seulement du procès, mais de leur emprise. Parce que ce qui s'est passé après le verdict était irréversible. J'ai envoyé les lettres. Chacune d'elles pliée dans une enveloppe timbrée, adressée à chaque ami, parent ou sympathisant qui avait cru à leur version des faits. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas crié. J'ai simplement raconté l'histoire. J'ai partagé les mets, les captures d'écran, le jugement du tribunal et surtout la vérité, que j'avais été abandonné, pas une fois, mais encore et encore, et que j'avais survécu. Les retombées ont été immédiates. La cagnotte a été signalée et supprimée en moins de 24 heures. Les donateurs ont commencé à exiger des remboursements. L'un d'eux a même menacé de poursuivre ma mère pour escroquerie. Son site de coaching spirituel a disparu une semaine plus tard. Ses amis ont cessé de la suivre. Son nom, autrefois utilisé pour me peindre comme un monstre, a commencé à s'effacer des conversations. Quant à mon père, Corinne a finalisé leur divorce. A vendu la maison et est partie vivre dans le sud avec ses filles. Léa m'a dit qu'il avait essayé de l'appeler pendant des semaines après l'audience, laissant des messages pleins d'excuses, de chantage et de désespoir. Elle n'a jamais répondu. Il a fini par quitter la région. Le bruit court qu'il loue une chambre chez l'habitant et travaille pour une entreprise de paysagisme. Et moi, j'ai vécu. Pas de façon extravagante, juste pleinement. En toute honnêteté. J'ai remboursé discrètement le crédit de la maison de tante Marie. Sans fanfare? Juste un virement et un petit mot, merci de t'être battu pour moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle a pleuré quand elle m'a appelé, et cette fois, ce n'était pas des larmes de douleur. Léa a terminé ses études et a trouvé un job dans l'édition. Elle a emménagé dans son propre appartement au printemps dernier, mais elle vient toujours dîner tous les dimanches. Elle insiste pour apporter le dessert, toujours trop, mais toujours assez pour me rappeler que je ne suis plus seul. Et l'héritage est toujours là, en grande partie intacte. J'en ai investi un peu, j'ai fait des dons, mais je n'ai jamais laissé l'argent me définir. Parce que mon grand-père ne m'a pas laissé cet argent pour réparer le passé, il me l'a laissé parce qu'il croyait en mon avenir. Parce qu'il a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et je ne gâcherai pas ça. On me demande encore si je regrette de ne pas avoir fait la paix avec mes parents, si je me sens coupable de la façon dont les choses ont tourné. La réponse est non. Parce que la paix, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas le silence. Ce n'est pas laisser quelqu'un vous blesser juste parce qu'il porte le même nom que vous. La paix, c'est connaître la vérité. Et là, mienne est simple, ils m'ont laissé derrière eux et j'ai avancé. Seul au début. Mais plus jamais maintenant. Et c'est ainsi que l'histoire se termine.